Je m'appelle Maria, et les chiffres ont toujours été mon refuge. Budget, économie, la logique implacable des tableurs, c'étaient des choses sur lesquelles je pouvais compter. La vie m'a appris très tôt que la stabilité est essentielle. Ma mère m'a élevé seule dans une maison modeste à Dallas, m'apprenant à gérer mon budget et à me débrouiller seule. À 30 ans, j'étais comptable et menais une vie prévisible. Stable, calme, remarquable. Du moins, jusqu'à cette nuit où tout a basculé. Un ami m'a entraîné à une fête sur un toit-terrasse bondé, en centre-ville. J'étais prête à m'éclipser, mon soda à la main comme un bouclier, quand je l'ai aperçu, Jacques, grand, sûr de lui, avec un sourire qui faisait taire le brouhaha de la ville. Il s'est approché de moi et m'a demandé « Tu es Maria, n'est-ce pas ?» J'ai ri nerveusement, sans me douter que cet homme, celui qui semblait tout droit sorti d'un rêve, me demanderait un jour de faire mes valises. Notre premier rendez-vous n'avait rien d'exceptionnel, juste un petit restaurant italien tranquille, coincé entre une librairie et une laverie automatique. Mais quand Jacques m'a tiré la chaise et m'a adressé ce même sourire désarmant qui semblait planer au plafond, j'ai eu l'impression que tout le restaurant s'illuminait. Il a commandé des pâtes avec une sauce élaborée, tandis que je me suis contentée d'un plat simple, encore trop nerveuse à l'idée de tacher ma robe de tomate. Il s'est penché au-dessus de la table et m'a demandé « Dis-moi quelque chose que personne d'autre ne sait sur toi. » J'ai ri et j'ai tripoté mon assiette. C'est facile. Je peux résoudre un Rubik's Cube en moins d'1 minute. Ses yeux se sont écarquillés. Pas question. Tu dois me le prouver. Sa façon de le dire m'a apaisé. Nous avons parlé pendant des heures de ses frustrations au travail de designer en entreprise, de ma passion pour les romans policiers et de rêves que nous n'avions confiés à personne. À la fin de la soirée, j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de rendez-vous autour d'un café, de virées nocturnes à travers les gratte-ciels de Dallas et de conversations interminables qui semblaient effacer le reste du monde de ma mémoire. Jacques m'a fait découvrir des coins cachés de la ville. Un petit resto de tacos isolé où, selon lui, on trouvait la meilleure salsa du Texas. Un point de vue paisible où les lumières de la ville scintillaient comme des diamants éparpillés. Il était charmant, attentionné, et pour une fois, je ne me sentais pas comme la comptable ennuyeuse. Avec Jacques, je me sentais comprise. Il remarquait les petits détails. La façon dont je tapotais des doigts quand j'étais inquiète. La façon dont je lisais toujours les cartes des desserts en premier. La façon dont je souriais quand je parlais de ma mère. Puis vint le soir au lac White Rock. Nous étions assis sur une couverture sous les étoiles, l'air réchauffé par le chant des cigales. Jacques se tut, sa main effleurant la mienne. « Maria, dit-il d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Je ne veux pas attendre. Je sais que le temps passe vite, mais veux-tu m'épouser ?» Le monde sembla s'arrêter. Mon cœur battait la chamade tandis que je le regardais, et je ne voyais que de la sincérité, ou du moins ce que je croyais être de la sincérité. Les larmes brouillaient les étoiles au-dessus de moi tandis que je murmurais. Oui, notre mariage était intime, juste nos proches dans une salle chaleureuse illuminée de guirlandes lumineuses. Ma mère a pleuré pendant toute la cérémonie, murmurant qu'elle était fière de moi. Jacques me tenait les mains et m'a promis l'éternité. À cet instant, entouré de rire et de musique, je l'ai cru. Je pensais avoir trouvé la sécurité. Je pensais avoir construit un avenir avec un homme qui m'aimait. Mais parfois, ce qui ressemble au destin n'est en réalité que le premier pas dans une tempête inattendue. Après la lune de miel, la réalité nous a rattrapés. Jacques et moi avons loué un petit appartement dans le quartier d'Uptown à Dallas. Ce n'était pas un appartement de luxe, juste 2 chambres, une salle de bain et un balcon où il y avait à peine la place pour une chaise, mais il était à nous. J'adorais la façon dont le soleil éclairait la table de la cuisine le matin. La façon dont Jacques fredonnait sur son clavier en préparant le café. Pendant un temps, j'ai cru que nous construisions quelque chose de solide. Puis un soir, autour de plats à emporter et d'une bouteille de vin à moitié vide, Jacques a levé les yeux et a dit « Et si on allait vivre chez mes parents ?» J'ai failli m'étouffer avec mes nouilles. « Chez tes parents à plein temps. » « Ouais, a-t-il répondu nonchalamment, comme s'il suggérait une escapade de week-end. Ils vieillissent, et ça nous permettrait d'économiser beaucoup sur le loyer. En plus, maman a laissé entendre qu'elle serait ravie de nous accueillir. J'ai forcé un sourire, mais j'avais l'estomac noué. Ma mère m'avait toujours inculqué la valeur de l'indépendance. Retourner vivre chez ses parents me semblait un pas en arrière, mais Jacques a poursuivi, toujours aussi charmant. Ce ne sera que temporaire. Tu verras. Ce sera bien pour nous tous. Quelques semaines plus tard, nous avons emballé toutes nos affaires dans des cartons et pris la route pour la maison de ses parents, une vieille maison à 2 étages aux volets défraîchis et aux meubles qui sentaient légèrement la naphtaline. Sa mère, Linda, nous a accueillis à la porte avec une étreinte si forte que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. « Maria, bienvenue à la maison », a-t-elle dit chaleureusement,
même si son regard me scrutait comme pour me juger. Son père, Ron, m'a serré la main fermement et m'a adressé un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Au début, je me suis dit que ce n'était pas si mal. Linda insistait pour cuisiner tous les repas, et Ron adorait raconter des anecdotes interminables sur ses années de commerce. Mais bientôt, les tensions apparurent. Linda débarquait dans notre chambre sans prévenir pour nous demander si nous avions besoin de serviettes ou de gâteaux. Ron fit remarquer, d'un ton qui laissait entendre bien plus qu'une simple conversation, combien c'était pratique d'avoir un comptable dans la famille. Un soir, à dîner, Jacques s'éclaircit la gorge. Bon, la maison a besoin de quelques réparations. Le toit fuit. Le plombier est un vrai désastre. Je me suis dit qu'on pourrait tous participer. Je restais figé. Ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Des réparations? On parle de combien? Ron soupira profondément. Plus que ce que nous pouvons gérer pour le moment. Linda me serra la main, les yeux embués. Oh, Maria, tu es une vraie bénédiction. Grâce à toi, nous avons enfin pu remettre cette maison en état. Mon cœur assemble. Nous venions de dépenser une fortune pour le mariage. Mes économies étaient maigres. Mais Jacques me regarda, le regard doux et suppliant. C'est pour notre avenir, dit-il doucement. Malgré mes réticences. J'acquiesçai. Ce soir-là, en signant le premier chèque, je me suis dit que c'était temporaire, un simple sacrifice pour la famille que j'avais épousée. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait que j'endossais un rôle que je n'avais pas accepté. Ni épouse, ni partenaire, juste pourvoyeuse de ressources. La maison s'embellissait de semaine en semaine. Painter neuve, luminaires neufs, toit rafestol. Linda me regardait avec un sourire radieux, comme si j'étais une magicienne, tandis que Ron me tapotait l'épaule comme si j'étais l'une de ses filles. Tu me sauves la vie, Maria, disait-il avec un large sourire et un regard calculateur. Mais à chaque chèque, le poids de cette situation pesait de plus en plus lourd sur ma poitrine. Mes économies fondaient comme neige au soleil. Pourtant, je me répétais que ça en valait la peine pour Jacques, pour notre mariage, pour la famille. Puis, un soir, pendant que Linda préparait son pain de viande et sa purée, l'atmosphère changea. Jacques s'éclaircit la gorge, le regard oscillant entre ses parents. Le sourire de Linda vacilla. Ron fixait son assiette. « Qu'est-ce qui se passe » demandai-je, déjà inquiète. Ron finit par prendre la parole, la voix grave. « Maria, la vérité, c'est que la maison n'est pas seulement vieille. Elle est en train de sombrer. On doit encore 450 000 $ sur l'hypothèque. La banque menace de saisir la maison. » Ma fourchette me glissa des mains et s'écrasa contre l'assiette. $450,000. Ma voix s'éleva, aiguë et incrédule. « Et tu me dis ça maintenant ?» Les yeux de Linda s'emplirent de larmes. « On ne voulait pas être un fardeau pour toi. On pensait s'en sortir, mais avec les réparations. » Sa voix se brisa en un sanglot. « On est dans une situation inextricable. » La main de Jacques effleura la mienne, mais je la retirai. « Tu savais ?» Il évita mon regard. « Je l'ai appris récemment. Je pensais qu'on pourrait peut-être trouver une solution ensemble. Ta mère aussi. » Je frappai la table du poing. « Ma mère ? Elle se bat contre une maladie, Jacques. Elle jongle déjà avec les factures d'hôpital, et tu veux que je lui demande près d'un demi-million de dollars ? » Le silence se fit dans la pièce, seulement troublé par les sanglots étouffés de Linda. Jacques se pencha vers elle, la voix basse. « Ce n'est pas à cause d'eux, Maria. C'est à cause de nous. Cette maison, c'est notre avenir. On ne peut pas abandonner. » La colère et la culpabilité me brûlaient la poitrine. Ma mère me disait toujours que la famille est unie. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait dire, ou étais-je simplement en train de m'enfoncer davantage dans un piège que je n'avais pas anticipé? Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Ma voix tremblait tandis que je lui expliquais tout, la dette, les réparations, la saisie imminente. Elle écoutait en silence. Sa respiration était saccadée à cause des traitements. Finalement, elle a dit, « Maria, si c'est ce que tu veux, je t'aiderai. Mais promets-moi que tout est consigné. » Reçu, contrat, signature, pas de fiducie aveugle. Les larmes brouillaient ma vue. Même dans sa fragilité, elle était plus forte que moi. « Je te le promets, maman. » Quand je l'ai annoncé à Jacques, son visage s'est assombri. Pourquoi toute cette paperasse? Pourquoi ne peut-elle pas simplement nous faire confiance? Ai-je sifflé? Parce que c'est 450 000 $, Jacques. Ce n'est pas une faveur. Ce sont les économies de toute une vie pour ma mère. Elle mérite d'être protégée, a-t-il murmuré, sans insister. Quelques jours plus tard, l'argent a été transféré, les documents signés, les reçus soigneusement rangés dans un dossier fermé à clé que ma mère a insisté pour que je conserve. Linda et Ron ont pleuré de gratitude.
Ils m'ont serré dans leurs bras comme si je leur avais sauvé la vie. Mais en regardant la maison, les murs fraîchement repeints, la plomberie neuve et brillante, je ne me sentais pas comme une sauveuse. Je me sentais comme une étrangère finançant le rêve de quelqu'un d'autre. Et au fond de moi, un frisson m'a parcouru. Parce que je savais que des dettes aussi importantes ne disparaissent pas comme ça. Elles persistent, elles s'enchaînent. Et je me suis demandé si je ne venais pas de m'enchaîner à une famille qui ne m'avait jamais vraiment désiré, seulement ce que je pouvais lui offrir. Le poids de cette décision de 450 € pesait sur moi. J'essayais de me convaincre que ce n'était que temporaire, que Jacques et moi finirions par rendre l'appareil, que ma mère comprendrait que son sacrifice n'avait pas été vain. Mais le stress m'a submergé. Puis est arrivé l'appel qui a tout fait basculer. Maria. La voix de ma tante tremblait au bout du fil. C'est ta mère. Elle n'a pas passé la nuit. Le téléphone a failli m'échapper des mains. J'ai senti une oppression suffocante dans ma poitrine. Je me suis agrippé au comptoir pour garder l'équilibre et j'ai murmuré. Non, non, ce n'est pas possible. Après cela, le monde s'est brouillé. Organiser les funérailles, écrire des papiers, recevoir des condoléances qui sonnaient creux. Pendant tout ce temps, Jacques était à mes côtés, mais ses bras étaient raides, ses paroles récitées. Je suis désolé pour ta perte, a-t-il murmuré, avant de regarder son téléphone, distrait. La nuit, je pleurais dans mon oreiller, regrettant la seule personne qui avait toujours été là pour moi. Ma mère, mon pilier, ma voix de la raison, n'était plus là. Son dernier geste avait été de sauver mon mariage. Et elle n'a jamais vu le prix de ce sacrifice. Un soir, une semaine après les funérailles, je suis rentré plus tôt que prévu. Au moment où je posais mes clés, des voix se sont élevées du salon. Celle de Jacques, sèche et frustrée. Je ne peux plus continuer comme ça. Vivre avec elle est épuisant. Elle est insupportable. J'ai eu un nœud à l'estomac. Puis le sifflement de Linda, bas et urgent. Sois patient, Jacques. On a besoin de ces reçus. Dès que Maria craque, prends-les et brûle-les. Elle n'aura plus rien. Un silence, suivi de la réponse glaciale de Jacques. Tant mieux, parce que c'est fini pour moi. J'ai déjà quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux. Elle a de l'argent. Maria, c'est juste un fardeau. Ces mots m'ont transpercé plus profondément que n'importe quelle culpabilité. Mes genoux ont failli flancher, mais je suis resté figé, le souffle court, la clé toujours à la main. Ils ont cru que j'étais faible, trop accablé par le chagrin pour m'en apercevoir. Mais à cet instant, quelque chose en moi a changé. Les larmes séchèrent. La douleur se transforma en une piqûre plus vive. J'esquissai un sourire forcé, ouvris la porte d'un coup sec et criai. Je suis rentré. Linda apparut aussitôt, sa voix mielleuse. Oh Maria, comment vas-tu ma chérie? Et les préparatifs des funérailles? Bien, répondis-je calmement, la voix posée, malgré la rage qui me consumait. Je surpris leurs regards inquiets, la tension palpable. Cette nuit-là, je restai éveillé dans la chambre d'amis, fixant le plafond. Mon chagrin était encore vif, mais une nouvelle flamme brûlait en moi. Ils croyaient m'avoir enterré avec le souvenir de ma mère. Mais ils avaient oublié qu'elle m'avait élevée pour être plus intelligente, plus forte, plus perspicace qu'ils ne l'auraient jamais imaginé, et j'allais le leur prouver. Le chagrin et la suspicion rythmèrent mes journées. Je me déplaçais comme un fantôme dans cette maison. La mort de ma mère était toujours une plaie ouverte, tandis que Jacques se refroidissait à chaque instant. Il ne me prenait plus la main, ne me demandait plus comment s'était passée ma journée. Ses yeux étaient toujours rivés sur son téléphone, sur la porte, ailleurs que sur moi. Puis c'est arrivé. Un soir, je suis rentré du travail et j'ai trouvé Jacques et ses parents qui m'attendaient au salon. Leurs visages étaient figés, comme des acteurs sur le point de jouer une scène. Jacques se tenait là, les bras croisés, la voix basse. « Maria, il est temps de faire tes valises. J'ai trouvé mieux aujourd'hui. C'est fini pour toi. » Ces mots résonnèrent dans l'air, tranchants et impitoyables. Un instant, j'ai eu le souffle coupé. J'avais dépensé toutes mes économies, demandé de l'aide à ma mère malade, tout sacrifié pour lui, et voilà ma récompense. En les lèvres de Linda esquissèrent un sourire cruel. C'est mieux ainsi, ma chérie. Tu retomberas sur tes pieds. On avait juste besoin de ton aide le temps que les choses se stabilisent. Oron gloussa et ajouta. Tu nous as été utile tant que ça a duré. Mais c'est notre maison. Tu n'as plus ta place ici. Quelque chose en moi s'est brisé, mais ce n'était pas du désespoir. C'était un rire. Un rire grave et sceptique qui a jailli de ma poitrine jusqu'à emplir la pièce. Jacques plissa les yeux. Qu'est-ce qui est si drôle? J'essuyai une larme sur ma joue, riant encore. Mon pote, tu as perdu la tête? Ou tu as oublié quelque chose? Leurs expressions suffisantes vacillèrent. Je me penchai en avant, la voix d'acier. Tu crois que tu as brûlé les reçus?
Que vous ayez effacé les preuves de la provenance de l'argent. C'était mignon. Mais ce n'était que des copies. Les originaux, ceux que vous avez tous signés, sont chez mon avocat. Sous clé, notoire, incontestable. Silence. Le visage de Linda assit figia. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme celle d'un poisson hors de l'eau. Le rire de Ron s'éteignit dans sa gorge. La bravade de Jacques s'effondra, ses poings se serrèrent. Vous bluffez, cracha-t-il. Corrigez-moi, dis-je d'un ton glacial. Jetez-moi dehors, parce que la prochaine chose que je ferai, c'est porter plainte pour fraude et vol. Et croyez-moi, le juge va adorer vous voir tous conspirer pour vider les économies d'une mourante. Les larmes de Linda coulèrent rapidement. Des larmes de crocodile, cette fois. Maria, ma chérie, nous ne voulions pas dire ça comme ça. Ta famille. Je la coupai d'un regard furieux. Famille? Ma mère était de ma famille. Elle est partie maintenant, et tout ce qui me reste d'elle, c'est le sacrifice qu'elle a fait. Tu étais là pour te maintenir à flot. Et tu croyais pouvoir m'enterrer avec elle? Même pas en rêve. Jacques s'approcha, le visage déformé par la colère. Tu ne me fais pas peur. Tu n'es rien sans moi. Je souris. Non, Jack. Je n'étais rien avec toi. Sans toi, je suis libre. Et bientôt, ce sera moi qui posséderai cette maison. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ils restèrent assis là, trois prédateurs soudainement à découvert. Pour une fois, ils n'avaient pas le contrôle. C'était moi. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, le chagrin pour ma mère pesait encore lourd, mais à côté, brûlait une flamme féroce. La détermination. Ils avaient essayé de m'anéantir, mais ils avaient sous-estimé la fille que ma mère élevait. Je murmurai dans l'obscurité, comme si je parlais à sa mémoire. Ne t'inquiète pas, maman. Je finirai ce combat, et je gagnerai, car il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de dignité, de justice, et de récupérer tout ce qu'ils pensaient pouvoir me voler. Et quand j'ai fermé les yeux, j'ai su que la tempête ne me submergerait pas. Elle les emporterait. Le lendemain matin de la confrontation explosive, la maison avait une atmosphère différente. Jacques m'évitait, arpentant la maison d'un pas lourd, la mâchoire serrée, tandis que le sourire de Linda s'était fissuré, laissant place au silence. Ron grommelait à propos de la famille qui tenait bon. Mais sa voix n'exprimait plus l'assurance qu'il affichait autrefois. Je n'étais pas bouleversé. J'étais calme, plus calme que je ne l'avais été depuis des mois. Car maintenant, je ne faisais plus que pleurer. Je me préparais à la guerre. Cet après-midi-là, je suis entré dans le cabinet de mon avocate avec le dossier que ma mère avait exigé. À l'intérieur se trouvaient les contrats signés, les virements bancaires et les reçus. La preuve que les $450 provenaient bien de son compte. La preuve que Jacques et ses parents avaient tout reconnu. Mon avocate, une femme à l'œil perçant nommée Evelyne, a feuilleté. Chaque pièce, touchant les encadrements de portes, les murs, les fenêtres. C'était à moi. Non pas parce que Jacques me l'avait donné, non pas parce que Linda et Ron y avaient renoncé, mais parce que je m'étais battu pour cela, parce que le sacrifice de ma mère m'avait donné la force de me tenir droite. Et même si je souhaitais qu'elle soit encore là, je la portais en moi. À chaque pas prudent, à chaque décision judicieuse qu'elle m'avait guidée, elle m'avait préparé à cela, même si aucune de nous deux ne le savait à l'époque. Un après-midi, assise sur le porche, des voisins sont passés. Certains m'ont salué, d'autres se sont arrêtés pour bavarder, et j'ai compris quelque chose de simple mais de profond. La vie continuait. Jacques, Linda et Ron étaient prisonniers de leur cycle de culpabilité et de perte. Mais on m'avait donné la chance de recommencer à zéro. Je n'étais plus naïve. Je savais à quel point l'amour pouvait facilement se transformer en trahison. La famille aurait pu rapidement devenir une source de dépendance. Mais au lieu d'amertume, j'ai ressenti une clarté nouvelle. Je ne ferai plus jamais confiance aveuglément. Ma valeur ne serait plus jamais mesurée à l'aune de ce que je pouvais payer. À tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui ont déjà été utilisés, manipulés ou négligés, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas définis par ceux qui vous ont déçus. Vous êtes définis par votre capacité à vous relever après qu'ils aient tenté de vous briser. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu du temps. Et surtout, j'ai perdu ma mère. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, moi-même, ma force, ma liberté. Assise dans ce fauteuil, la chaleur du soleil sur ma peau, j'ai murmuré à la femme qui avait toujours cru en moi. J'ai réussi, maman. Je vais bien maintenant. Car quelles que soient les épreuves à venir, je savais que j'étais là.